Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir les Stateful Widgets qui vont faire passer nos applications basiques à des applications avancées qui peuvent faire plein de choses en utilisant les entrées de l'utilisateur. Et on verra aussi comment séparer le code dans plusieurs fichiers différents pour avoir un truc organisé un peu quand même. Avant de commencer, voici comment j'avais fait le défi que je vous avais donné dans la dernière vidéo. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la couleur de l'application. Donc pour ça, je suis allé dans thème et ici dans primary color, j'ai mis la couleur noire. Donc j'ai regardé c'est 0, 0, 0, 0, 0 et 0 pour faire la couleur noire. Et donc ça, c'est ça, j'ai changé du coup la barre en haut. Ensuite, ici j'ai changé les dividers. Je les ai remplacés par une colonne pour les arranger verticalement au lieu de horizontalement comme ils étaient avec le row. Et ici sur le divider, j'ai supprimé le expandable, le widget expandable, parce que maintenant on veut qu'il prenne toute la place, donc il n'y a plus besoin pour ce widget là. Et ensuite, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté ici un text field avec du padding de 15 vertical, donc en haut et en bas. Et tout ça en mettant le hint text à non. Et j'ai mis ça au-dessus du bouton continue en tant qu'invité et en dessous du ou. Et si on lance maintenant, ça donne ça. Ce code est disponible sur le GitHub, le lien est dans la description, ainsi que tous les codes que j'utilise dans mes vidéos. Sans plus tarder, on va rentrer dans le code. C'est parti. Donc le code que je vais utiliser maintenant, c'est le code qu'on a utilisé la dernière fois dans la vidéo. C'est le code de fin de la dernière vidéo. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le chercher. Il est sur le GitHub et vous arriverez avec le même code. Donc on a ici, on a le thème. Il faut bien mettre ici la police d'écriture. Et enfin, le pubspec.yaml. Il faut le mettre à jour avec ça à la fin. Donc c'est ça qu'on a fait dans la dernière vidéo. Et ça fait un petit moment que je vous parle de régler ce problème du code qui se déplace vers la droite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va voir ça et on va aussi voir comment enfin utiliser la sortie des éléments de texte, de text field. Donc là, on va lancer l'application pour voir à quoi ça ressemble. En bas ici, on sélectionne le pixel. Et ici, on va démarrer avec Debugger. Donc on va enfin utiliser la sortie des text fields pour faire quelque chose. Et on va un peu régler ce problème. Donc voilà, c'est ça qu'on avait la dernière fois ici, juste l'application basique. Et ici, on va utiliser la sortie de ces deux text fields pour faire quelque chose, pour vérifier que ce soit bien une bonne entrée. Et on va régler les petits problèmes de formatage et tout. Donc tout d'abord, ici, vous voyez que, en fait, pourquoi ça se décale vers la droite, c'est parce qu'à chaque fois, on rajoute des couches. Là, on a un Material App, Scaffold, Single Child Scroll View, Padding, Colonne, Text, Padding, Text Field, Input Decoration. Vous voyez? Et tout ça, ça s'embrique. Et à chaque fois, il faut ajouter deux petits espaces ici. Et c'est ça qui va s'accumuler, qui va faire beaucoup. Donc, des fois, dans les fichiers comme ça, par exemple, là, on est dans la classe Oreo, il va falloir séparer. Et on va pouvoir créer une autre fonction, en fait, une autre fonction un peu comme ça, qui va nous renvoyer à un stade plus avancé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite en action. On va créer une fonction qui va retourner du coup un widget. Et on va l'appeler construire colonne principale. Voilà. Et ça va être la colonne qui, en fait, cette colonne principale, c'est celle-là. Et autour de cette colonne principale, donc qui comprend ça, on a du padding, on a de la scroll view, on a le scaffold, on a material app, et tout ça, on ne va pas l'inclure. On va juste mettre la colonne. Donc on peut copier toute la colonne, hop, jusqu'à ici. Voilà, on va laisser comme ça. Et ici, on a notre construire colonne principale. Donc c'est une fonction qui retourne un widget. Et on va coller la colonne ici. On va lui dire ici return pour montrer que ça retourne bien un widget. Et là, à la fin de la ligne, il faudra mettre un point virgule juste ici. Okay. Donc là, ici, dans cette fonction-là, on va juste retourner la colonne. Et ici, on va devoir dire, donc, le child de ce padding-là, donc ce qu'on veut afficher là, on veut afficher notre colonne principale. Et ici, on va lui dire, bah, tu construis cette colonne principale. Donc, on appelle cette fonction-là. Cette fonction-là, elle va retourner un widget. Elle va retourner un widget colonne. Donc, en fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on met le widget colonne ici. Mais on passe par une fonction, ce qui nous permet de remettre les trucs vers la gauche. Si on auto-formate, hop, vous voyez que là, ça a formaté. Là, c'est notre construire la colonne. Et ça s'est remis bien. Parce que du coup, on a enlevé quelques couches. Et ici, c'est pareil. Et ça nous permet de faire du code plus propre. Mais après, donc ça c'est bien quand vous voulez vraiment organiser le code, quand vous avez des trucs comme ça. Mais aussi des fois, eh ben, on a des trucs qui se répètent. Par exemple, ici, les deux text fields. On a des trucs en commun entre eux qu'on pourrait partager entre les deux. Et en fait, on pourrait créer notre propre text field,
qui a par défaut du padding par exemple, qui a par défaut le hint text sans avoir à mettre le input decoration, qui a par défaut ça, peut-être, etc. Et on pourrait créer notre propre text field pour faire d'autres trucs après et pour avoir plus de contrôle plus facilement. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va donc créer notre premier widget tout de suite. C'est parti. On va aller dans le lib. Ici, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler on va appeler custom text field.dart. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre notre text field custom. Donc comment on crée un widget? Là ça va être un widget, qu'on va créer nous-mêmes. Comment on crée un widget? On l'a déjà fait ici. On dit class, le nom du widget qui est extend stateless widget. Et pour obtenir ça, si vous vous souvenez, il faut importer ça. Donc on va importer ça en premier. Et on va le dire ici. Donc notre classe, nous on va l'appeler custom text field. C'est notre text field à nous qu'on crée nous-mêmes. On va dire que c'est extend stateless widget. Et c'est aussi aujourd'hui qu'on va voir la différence entre stateless et stateful, car on va utiliser un stateful widget plus tard. Donc ici, on va rajouter la méthode override, hop, et ça c'est notre méthode build. Donc on va venir copier ici par exemple, on va venir copier celui-là, hop, avec le padding, tac, et on va le coller là-dedans. Alors pour l'instant, on ne customise rien, donc là il faut mettre un point virgule, et on va mettre un return ici, juste ici. Et ça veut dire qu'on renvoie en fait tout cet élément-là. Donc pour l'instant, ça correspond au champ password, mais vous inquiétez pas, après on va le customiser pour que ça s'adapte à n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé un widget. Le widget dans la méthode build, il va retourner du padding. Le padding, voilà, ça met un peu de padding, ça renvoie un text field, et pour l'instant le text field, le hint text, c'est password, et il obscure le texte, donc il ne montre pas le texte. Et maintenant, on va utiliser ce custom text field, ici, dans notre fichier main. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut remplacer tout ça par le custom text field, puisqu'au fond, c'est le même code qui est dedans. Donc pour ça, tout d'abord, il va falloir import le fichier, import custom text field.dart, on met un point virgule, et on va importer ce fichier, et maintenant, on va pouvoir l'utiliser juste ici. On va marquer custom text field, voilà, deux accolades, on met une virgule, et voilà. On va tester voir si ça marche. Donc je redémarre, et vous voyez qu'ici on a toujours notre champ username et notre password. Et maintenant si j'enlève ça ici, si j'enlève cette ligne là ici, vous allez voir que notre champ password il va disparaître. Voilà, ça a disparu ici parce que j'ai enlevé cette ligne là. On va la remettre, et on va customiser un peu tout. Je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité de Dart qui va nous être nécessaire pour la suite. Alors le site que j'utilise, il s'appelle dartpad.dev et ça vous permet de faire du code Dart en ligne directement. Avant de commencer, il faut bien activer ici en bas la null safety. Juste ici, donc allez sur le site et activez la null safety. Donc là c'est que du Dart, c'est pas du Flutter, c'est vraiment des notions de Dart. Donc là j'ai une classe véhicule qui va me permettre de créer des véhicules après, ici dans la fonction main. Et les véhicules, ils ont des attributs. Ils ont par exemple un attribut roue, le nombre de roues. Vous avez une moto, c'est 2 roues. Vous avez une voiture, c'est 4 roues. Et la couleur, bien sûr, la couleur de votre voiture. Et on a du coup deux paramètres ici qu'on voudrait pouvoir renseigner quand on crée notre voiture. Donc par exemple ici, moi, je veux créer un véhicule, ma voiture, Clio 3, je sais pas. Bref, on va mettre véhicule. Et on voudrait renseigner le nombre de roues, donc 4 roues, et par exemple la couleur rouge. On voudrait pouvoir faire ça. Pour l'instant, si on fait ça, il nous dit une erreur, c'est parce que ici, il ne sait pas comment définir ces variables, il ne sait pas où les définir. Pour ça, il faut définir un constructeur. Un constructeur, c'est ça qui va construire la classe, c'est ça qu'on appelle quand on met les accolades ici. Alors, vous allez voir, c'est assez simple, hein, ça a l'air compliqué, mais en gros, on met véhicule, c'est comme une fonction, on va mettre deux parenthèses et on ouvre les guillemets. Et dans les parenthèses, on va pouvoir renseigner qu'est-ce qu'on veut donner ici. Donc on met deux accolades dans les parenthèses, ça va permettre de faire des arguments nommés, sinon on mettrait juste 4 ici. Ça peut se faire aussi, mais moi je préfère les arguments nommés. Et là on va marquer this.roue, qui veut dire qu'on veut renseigner le champ roue dans le constructeur. Et aussi this.couleur dans le constructeur, pour encore une fois renseigner les champs couleurs dans le constructeur.
Donc vous voyez ici qu'il ne nous crie plus dessus. Là, il peut créer tranquillement la voiture. Mais par contre, ici, on a un problème. L'erreur ici, c'est parce que la valeur, elle peut ne pas être définie. Vous voyez ici, je peux faire juste couleur et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Cette valeur, elle peut ne pas être définie parce que c'est des arguments nommés, ils ne sont pas obligatoires. Et on va devoir donner une valeur par défaut donc, pour dire que s'il n'y a aucune valeur qui est renseignée, comme dans ce cas-là, on peut donner une valeur par défaut. Comment on fait ça? On va mettre égal à 4 par exemple. Parce que 4, ça peut être assez commun. Donc maintenant, on va dire cette valeur-là, et si elle n'est pas renseignée, donc comme ici, là, j'ai renseigné pas le nombre de roues, ce sera égal à 4. Et on doit faire pareil pour la couleur, parce que encore une fois, on est sûr qu'elle ne sera pas nulle. Ici, on dit que on est sûr qu'elle sera renseignée. Donc on va devoir mettre par exemple une couleur grise par défaut. Gris. Donc ici, je vous ai dit qu'on était sûr qu'elle sera renseignée, c'est parce qu'on peut aussi dire qu'on n'est pas sûr qu'elle soit renseignée. Donc ça, ce sera des valeurs optionnelles, des attributs optionnels. Par exemple, la pollution par kilomètre. Donc pollution par kilomètre, ça c'est optionnel, parce qu'on pourrait avoir une voiture électrique qui ne pollue pas, ou bien un vélo, etc. Donc ça, ce serait une valeur optionnelle, donc ce serait un int bien sûr, mais optionnel. Et pour ça, on met un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas être définie. Donc on va pas avoir à mettre une valeur par défaut parce que des fois on veut la laisser nulle. Si elle n'est pas définie, elle sera égale à nulle. Des fois on veut la laisser non définie. Par exemple si on a un vélo. Moi j'ai une voiture ici donc je vais la définir. Donc pour ça je vais mettre pollution par kilomètre. Et je vais pouvoir la renseigner ici par exemple, je sais pas, 4. On va dire que c'est des litres. Donc là je peux définir. Et maintenant, on peut regarder est-ce que les attributs ont bien été mis. Donc pour ça, on va print, ici, print ma voiture, et on va accéder aux attributs un par un. Donc on peut regarder la pollution par kilomètre. Normalement, elle serait égale à 4, vu qu'on a dit ici 4. On peut lancer avec run. Donc ça a bien fait 4. Maintenant, si j'enlève ça, et normalement, ça va nous dire null. On va aussi voir le nombre de roues ici. On va aussi marquer le nombre de roues, voir si ça marche bien, parce que là, vous voyez, je ne le définis pas. Mais normalement, la valeur par défaut, c'est 4. Donc, on va voir ce que ça donne. On va print le nombre de roues. Donc là, on crée notre voiture, on dit qu'il y a une couleur rouge, et le reste, on le laisse à lui de faire. Donc, la pollution par kilomètre, c'est égal à nul. Ok, ça c'est normal, ça peut peut-être être une voiture électrique. Donc, on est d'accord que ça reste à nul. Par contre, le nombre de roues, même si on n'a pas défini, c'est quand même égal à 4 parce qu'on a donné une valeur par défaut juste ici. Alors après, vous avez votre constructeur ici, et si vous voulez rajouter du code, ce que vous pourrez faire en général, vous pouvez rajouter du code après dedans, ici, là. Par exemple, vous pouvez marquer le nombre de roues plus, je sais pas, plus 4, et vous voulez marquer ça, je sais pas pourquoi, dans la console. Peut-être plus simple pour avoir le nombre de roues de secours. Par exemple, vous pouvez faire des calculs comme ça, vous voyez. Mais après ça, nous, on va pas en faire. Nous, on veut juste définir, pour l'instant, les arguments, les attributs dans le constructeur. Et vous voyez que ici, c'est même vide, les accolades, donc on peut même les enlever si on veut et mettre un point virgule à la place. Ça c'est vraiment un cas spécial, hein. Normalement on peut pas faire ça. Mais c'est parce que vraiment là c'est le constructeur, c'est vide, donc on peut mettre un point virgule. Alors il va falloir aller modifier votre pubspec.yml pour activer le mode null safe qu'on va avoir besoin. Donc ici il va falloir changer pour tout en haut environnement SDK, vous allez mettre plus grand ou égal à 2.12.0 et ça va vous mettre la dernière version avec le mode null safe mi. Donc ici on va pouvoir rajouter des paramètres maintenant. Dans le constructeur on va rajouter custom text field, du coup ici on va mettre un paramètre padding, donc this.padding, et on va pouvoir venir le créer ici. Et ça va nous permettre de spécifier un padding spécifique, donc j'utilise edgeInsets ici, parce que c'est celui qu'on utilise ici. Et je vais appeler padding, point virgule, et là j'ai renseigné le padding. Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois on crée un custom text field, on va renseigner un padding à mettre, le padding il va être mis dedans, ici dans cette variable là, et une fois que le text field il va être affiché à l'écran, il va utiliser le padding qu'on aura défini. Ce qui permettra d'avoir différents paddings entre les différents text fields, parce que pour l'instant on avait toujours le même padding qui était bottom 45, juste ici. Et là vous voyez qu'ici il nous dit c'est en rouge, parce que là pour l'instant il peut être nul, et nous on ne veut pas qu'il soit nul, on veut qu'il soit défini, donc on va lui donner une valeur par défaut. On va faire égal, et par défaut on peut faire edgeInsets.none, donc .0 pardon, donc aucun padding. Et je vais vous montrer tout de suite. Ici si on veut spécifier le padding, donc si on veut refaire le padding de bottom 75,
edge, pas 45, point only, et la bottom 45, et on respécifie le padding. Et après on peut relancer ça, et on verra que le padding aura marché. Et après on peut relancer ça. Et voilà, le padding c'est bien mis à 45. Et si on enlève, si on met 10 ici, on a juste un padding de 10 ici qui fait plus petit. Je vais le remettre à 45. Et après ici on peut ajouter d'autres paramètres, par exemple le inText. Ici on peut en faire un automatique, donc qui se renseigne, je veux dire, au moment de la construction du text field. Donc pareil, on va mettre ici this.hintText et on va donner une valeur par défaut qui sera rien en fait. Et enfin le obscure text, ici on va mettre pareil une valeur, donc obscure, ici on crée un bool, cette fois-ci c'est un booléen c'est true or false, obscure. Et pareil, là ici on va faire this.obscure et on va mettre une valeur par défaut. À faux, par défaut on ne veut pas que ça s'obscure. Donc maintenant on peut aller ici renseigner le hint text, sinon il sera à rien. On va mettre password. Et après pareil pour le obscure, on va mettre ça à true. Je vous invite à expérimenter un peu si vous n'avez pas tout compris. Mais en gros voilà, on passe des arguments dans le constructeur qui sont après utilisés juste ici. Alors moi ce que je voudrais faire avec ce text field au final, à la fin, c'est que je voudrais avoir une longueur minimale et maximale pour le text field et que quand elle soit dépassée, on montre une erreur. Donc pour montrer une erreur, il va falloir un message d'erreur. Chaque text field, il a un champ ici, error text. Et ça c'est un error text, donc c'est une string comme vous voyez ici, et elle est optionnelle. Et en fait, ça veut dire que si elle est donnée, il y a une erreur. Et si elle n'est pas donnée, il n'y a pas d'erreur. Donc si elle est nulle, il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur. Et si elle n'est pas nulle, il y a une erreur. Donc si je mets juste comme ça, error text avec rien, c'est pas nul ça. Donc ça, ce sera une erreur. Par contre si je mets nul, ça c'est pas d'erreur parce que c'est à nul, à rien. Ok. Donc pour ça, on va utiliser une variable ici qui peut être à nul et qui peut ne pas être à nul. Et on va l'appeler error message. Ok. Et cette variable, elle peut ou pas être à nul. Donc on va mettre un point d'interrogation. On n'est pas sûr si elle est à nul ou pas. Et juste ici, on va dire donc le error text, c'est le error message. Donc vous voyez que si on laisse ça à nul, il n'y aura pas d'erreur. Mais dès qu'on va modifier ça pour le mettre à quelque chose, il va automatiquement mettre une erreur. Ce qui nous reste maintenant, ça va être de détecter et de mettre cette variable-là à un message spécifique. Donc on va ajouter une longueur minimale et une longueur maximale pour le text field. Donc la longueur minimale, ce sera bien sûr un int, longueur minimale, et un int de longueur maximale. Donc vous remarquez ici que j'ai mis des points d'interrogation parce que c'est pas obligé qu'il y ait ces spécifications-là. Ces spécifications-là, elles sont optionnelles, mais on va les mettre dans le constructeur ici. Donc on va mettre longueur maximale et longueur minimale. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de mettre des valeurs par défaut parce qu'il peut qu'on laisse juste ça à nul. Et du coup, qu'on ne définisse pas de limite. Et par exemple, on peut en définir une et pas l'autre, etc. On peut définir les deux, on peut en définir aucune. C'est ça le but. Et ensuite, du coup, quand le texte il va être édité, quand l'utilisateur va valider le texte, on va vouloir check si ça correspond aux longueurs qu'on a données. Donc pour ça, on va créer une fonction ici qui va être quand le user a entré le texte. Donc void user submitted text. L'utilisateur a entré le texte. Ça, c'est notre fonction qu'on veut appeler dès que l'utilisateur a rentré du texte. Et pour ça, ça tombe bien. On a une fonction juste ici, un champ dans le text field ici, onSubmitted, et on va appeler cette fonction-là. Donc si on regarde onSubmitted, c'est un paramètre function string et void. Donc on a bien le void, mais ici, ça nous dit que ça veut accepter un string en tant que paramètre, et nous, on n'en accepte pas. En fait, le string que ça envoie, c'est ce qui est entré dans le text field. Donc ça, on va en avoir besoin. Donc on va mettre ici le paramètre. Donc string text entrée. Voilà, on récupère le texte entrée ici. Et quand c'est submitted, du coup, on va lui dire d'appeler la fonction. Donc user submitted text, on lui donne la fonction à appeler quand c'est submitted. Maintenant ici, on va pouvoir faire ce qu'on veut
avec la valeur qui a été entrée. Alors la première chose à faire, ça va être de reset le error message. Parce que peut-être qu'il était à quelque chose avant et peut-être que ça va changer maintenant. Donc on va le remettre à nul et après on va le remettre à un autre message d'erreur si besoin. On le reset à nul, comme ça c'est fait. Et ensuite on va vérifier par exemple est-ce que c'est trop petit. Donc déjà la première chose à faire c'est qu'il faut vérifier est-ce que longueur minimale c'est défini. Est-ce que c'est pas égal à nul. Si c'est pas égal à nul, alors on va pouvoir faire quelque chose. Donc là, on vérifie que c'est pas égal à nul avec un if. On met des parenthèses et on fait not égal, non égal à nul. Après, on va voir est-ce que la longueur du texte entré c'est plus grand, c'est plus petit que la longueur minimale. Donc est-ce que la longueur du texte entré.length, la longueur du texte entré, est-ce que c'est plus petit que la longueur minimale. La longueur minimale, c'est celle qu'on veut au minimum. Si c'est plus petit que ça va faire une erreur. On veut que ça fasse une erreur. Ici, il nous souligne ça en rouge parce qu'il n'est pas sûr si c'est nul ou pas. Nous, on sait que c'est pas nul parce qu'on a vérifié ici, mais lui, il sait pas trop. Donc, on va lui dire non, non, on est sûr que c'est pas nul. On va mettre un point d'exclamation. On est sûr que c'est pas nul. On est confiant que c'est pas nul parce qu'on a regardé juste ici que c'était pas nul. Donc là, on va regarder est-ce que le texte entré est plus petit que la longueur maximale, la longueur. Donc si on arrive dans ici, ça veut dire que c'est trop petit. Et là, on va pouvoir mettre un error message. On va pouvoir le mettre, par exemple, veuillez entrer plus de. Et là, on va mettre la longueur minimale. Donc pour ça, on met dollar et longueur minimale. Et ça va mettre le chiffre de la longueur minimale. Plus de, par exemple, 3 caractères pour ce champ. Voilà, on va mettre ça. On met un point virgule à la fin. Et on va mettre ça au error message. Et maintenant, si vous avez bien suivi, le error message, il ne sera plus nul. Il aura cette valeur-là. Et on devrait voir cette valeur-là apparaître sur le text field. Alors, on va d'abord tester. Si je mets juste un error text, error de test, par exemple, on va tester, voir si ça marche bien déjà. Juste comme ça. Ok, ça marche bien. Il nous dit qu'il y a une erreur là. C'est l'erreur par défaut qu'on a mis. Et maintenant, je vais relier ça au error message et on va voir ce que ça donne. Et ici, dans notre main.dart, on va venir définir une limite sur le custom text field password. Et on va dire que la limite, par exemple, c'est une longueur minimale de 5. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc 5 caractères minimales, on va tester ça avec le bout de code ici qui vérifie que c'est bien la bonne longueur. Et si c'est pas la bonne longueur, ça va mettre ce error message qu'on devrait voir apparaître en dessous du text field comme on avait vu avant. Donc je vais relancer et on va voir ça. Maintenant je vais tester, voir, je vais mettre par exemple 3 lettres, 2 lettres comme ça, hop, je fais entrer. Et vous voyez que ça nous met aucune erreur. Donc là je vais refaire. Non, toujours pas d'erreur. Et après bon là du coup on est au-dessus des 5 caractères de limite, donc là c'est normal. Et on voit il nous met pas d'erreur. C'est bizarre, il y a peut-être un bug dans le programme. Donc ici juste pour voir, ici on va print le message d'erreur. On va juste voir s'il y a bien un message d'erreur qui est mis. On va voir s'il y a un message d'erreur, si ça c'est défini ici. Et on va regarder après dans la console si ça s'écrit. Donc on va relancer, on va voir. Donc je vais tester maintenant, je vais mettre 3 lettres, hop. Et là, on a bien un message d'erreur qui s'affiche. Veuillez entrer plus de 5 caractères pour ce champ. Donc la variable error message est bien définie à ça. Et après, si je mets plus, normalement ça ne devrait rien écrire, puisqu'on n'entre même pas dans ce if là. Voilà, ça n'a rien écrit de plus. Et après je remets moins. Et ça réécrit veuillez entrer plus de 5 caractères pour ce champ. Donc là le problème c'est que on a un error message qui est défini, mais ici, il pense toujours que c'est égal à nul. Et pourquoi? C'est parce qu'on a utilisé un stateless widget. Et pour faire ce qu'on va faire, il faut utiliser un stateful widget. En fait, ce widget ici, il est build une fois, il est construit une fois, et après il ne change pas. Et un stateful widget, c'est un widget qui va être construit une fois, et après qui va regarder pour des changements dans les variables, et s'il y a un changement, et ben il va se reconstruire, et il va adopter les nouvelles variables. Donc par exemple, nous on voudrait qu'il regarde pour un changement sur cette variable là, et qu'il se reconstruise à chaque fois qu'elle change. Et on va voir tout de suite comment faire ça. Donc ici on va adapter ce code
pour le mettre dans un stateful widget. Et un stateful widget, c'est composé de deux classes principales. Donc il y a une classe custom text field ici, qui va extend stateful widget cette fois-ci. Et ici maintenant il nous souligne en rouge, c'est parce qu'il manque un override ici, il manque le create state. Donc on va le créer, hop, create one missing override, et il a été créé juste ici. Donc ça, c'est une fonction qui va retourner le state d'un stateful widget. Donc notre stateful widget ici, c'est celui-là, c'est le custom text field. Et notre state du custom text field, ça va être une autre classe qu'on va créer. Et on va l'appeler classe custom text field state. Donc en fait on a juste pris le même nom, on a rajouté state à la fin. Et là vous voyez le petit tiré du bas là, c'est pour dire qu'on ne va pas utiliser cette classe dans d'autres fichiers. On va l'utiliser que dans ce fichier là. Et pour accéder à cette classe, on va passer à travers celle-là. Vous allez voir, ça va faire plus de sens très bientôt. Et ça extends state de custom text field. Donc là, on dit que c'est le state de ce custom text field, de ce stateful widget. Et c'est là-dedans que notre fonction build va être mise. Donc on peut copier la fonction build de ici et la mettre là-dedans. On a des problèmes là, mais on va régler ça après. Et ensuite, dans le create state ici, on va vouloir renvoyer du coup le state de ce stateful widget, juste là. Donc en gros, on va créer une nouvelle classe custom text field state, et on va la renvoyer. Donc là, ça renvoie le state de ce stateful widget. Et ça, quand on renvoie cette classe, après, il peut accéder à la méthode build, donc il peut récupérer le widget. Et les méthodes comme ça va être la même chose, on va les mettre dans la state. Et je vais expliquer juste après le rôle des deux différentes classes, suivez bien. Donc on va mettre ça là-dedans. Et maintenant je vais vous expliquer le rôle des deux différentes classes. Cette classe-là, c'est pour tout ce qui est statique. C'est pour tout ce qui est défini quand on crée le widget et qui ne va pas changer. Donc ça c'est statique, tout ça c'est statique. Et ça par exemple, c'est pas statique. Donc ça, on va aller le mettre là-dedans. Ok. Donc cette classe-là, c'est vraiment une classe de construction un peu de l'autre, de ce state-là. Et ça va construire avec les paramètres statiques, qui ne vont jamais bouger. Et ici, on va juste devoir mettre cette fonction-là pour dire après à ceux qui veulent avoir le widget que c'est cette classe-là. On va juste renvoyer ça. Vous allez voir comment on l'utilise après, ça va être assez simple. Donc là après on met notre error message là, et ça c'est des trucs qui peuvent changer et qui vont faire en sorte que le widget se rebuild. Donc ici vous voyez qu'il nous souligne ça en rouge, c'est parce que longueur minimale il est défini ici. Et on essaie d'y accéder ici, dans une autre classe. Et ça il veut pas, et pour ça on va devoir appeler ce widget là pour accéder aux infos. C'est assez simple, on va juste devoir marquer widget, point. Donc c'est widget, point, et là on peut accéder à toute la liste des paramètres, des variables de ce widget. Donc on va devoir faire ça pour tous les trucs statiques. Donc la longueur minimale, ici pareil, widget.longueur minimale. On va devoir mettre des accolades ici pour montrer que c'est un truc long, parce que sinon il s'arrête au point. Donc là on met, c'est tout ça, donc il faut mettre les accolades. Ici, widget.padding, parce qu'encore une fois, le padding il est défini ici. Widget.hintText, parce qu'encore une fois, le hintText est défini ici. Et enfin, widget.obscure. Donc vous voyez que ça, tous ces paramètres-là, c'est des trucs qui sont définis quand le widget est créé. En revanche, le error message, ça c'est quelque chose qui change après que le widget soit créé. Et c'est pour ça qu'on va devoir le mettre dans notre state. Donc ça c'est le state du widget, et ça c'est le widget en lui-même. Alors on va tester, voir si on n'a rien cassé, donc on peut relancer. Donc vous voyez qu'on n'a rien cassé ici, hein. Les text fields marchent toujours, l'implémentation ici reste la même, c'est exactement la même chose. Quand on l'utilise, ça n'a pas de différence, mais c'est vraiment dans l'implémentation, on va pouvoir changer des trucs. Donc là vous voyez que si on teste, ça ne marche toujours pas, mais c'est normal.
c'est parce que à chaque fois qu'on va changer le state, donc par exemple à chaque fois qu'on va changer la variable error message, il va falloir dire à Flutter, on change ça, occupe-toi de rebuild, de reconstruire les widgets qui l'utilisent. Donc ici on va faire set state, et c'est dans cette fonction là qu'on va mettre error message. Donc là, dans cette fonction-là, on va faire error message, on va la redéfinir, on va le redéfinir, et après il va s'occuper de reconstruire tout ce qui est nécessaire. Donc dans ce cas, il va reconstruire le text field. Et ensuite, on peut toujours print l'error message ici si on veut. Donc on va tester, voir si ça marche. Et vous voyez que maintenant, ici, si on marque 2 lettres, il va nous dire veuillez entrer plus de 5 caractères pour ce champ. Ça marche enfin, notre truc. Donc là, il a bien remarqué qu'on n'avait pas la longueur minimale. Et du coup, il a changé le error message. Et ici, il a vu que ça avait changé. Donc il a reconstruit tout ça. Et après, ça s'est affiché à l'écran parce qu'il a été reconstruit. Et maintenant, si on marque quelque chose de plus de 5 caractères, ça ne va pas marcher parce qu'on a oublié de faire quelque chose. On a oublié ici de dire qu'on changeait le state. Parce que ici aussi, on le change. En fait, là, on change le state quand on met le error message à ça. Mais ici aussi, ça c'est quand on veut enlever l'erreur. Et du coup, il faut aussi lui dire qu'on change de state. À chaque fois qu'on va venir toucher à des variables qui sont dans cette classe-là, dans ce state, en gros, on va devoir utiliser la méthode setState. À chaque fois que ce sera des variables dans cette classe-là, on va utiliser le setState. On peut retester maintenant, et on va voir si ça marche bien cette fois-ci. Donc, 2 lettres seulement, ça fait une erreur. Et après, l'erreur s'enlève parce qu'on a mis le state à nul. Et après, il voit que c'est bon, c'est pas trop court. On peut maintenant définir la longueur maximale. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire. Donc, je vais faire une petite implémentation rapide ici, un peu comme on a fait. Donc, widget.longueur maximale n'est pas égal à nul. On vérifie que c'est pas égal à nul. Parce que rappelez-vous, ces paramètres-là sont optionnels, donc on peut ne pas les définir ici. Et si c'est pas égal à nul, du coup, on va regarder est-ce que la longueur du texte entrée est plus grande que la longueur maximale. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il faut appeler une variable de cette classe ici, il va falloir utiliser le mot-clé widget. Donc est-ce que c'est plus grand? Si oui, on va mettre le state, setState. Donc on remet widget pour longueur maximale ici. Et là on a bien notre error message qui est défini. On va pouvoir tester. Pour ça on va mettre ici une longueur maximale, car pour l'instant on n'en a pas. On va mettre une longueur maximale de 10. Donc ça par exemple ça peut être utile sur les usernames quand vous voulez pas que ce soit trop long. À la limite les passwords vous pouvez les laisser assez longs, c'est plus sécure. Donc là je vais mettre un très long password. Hop, et veuillez entrer moins de 14 caractères pour ce champ. J'en rentre moins après, et hop, ça marche bien. Enfin, la dernière chose qu'on voudrait faire ici avec ce text field, c'est pouvoir récupérer ce qui a été entré dedans. Parce que pour l'instant, c'est bien joli tout ça, mais on n'a jamais vraiment récupéré ce qu'il y avait dans le text field, ici en fait. On n'a jamais vraiment récupéré ça quelque part. On l'utilise ici, mais on ne le récupère pas vraiment. On l'utilise juste. Donc on va faire ça. Et pour ça, on va ajouter un callback ici. Donc qu'est-ce qu'un callback? Un callback, c'est une fonction qui va être appelée quand quelque chose arrive. Dans notre cas, on va mettre une fonction qui va être appelée dès que l'utilisateur a fini d'écrire dans le text field. Donc c'est une fonction qui va renvoyer, en fait, est-ce que c'est valide? Donc ça va renvoyer un bool, est-ce que c'est valide? Et ça va aussi renvoyer le texte qui a été entré. Donc texte entré. Ok. Et cette fonction ici, donc ça va être pareil, un paramètre qu'on peut définir juste ici, comme pour le paramètre onSubmitted ici. C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Si vous regardez ici, ils ont mis void, function qui prend un string, donc ça c'est le texte entré, et qu'ils ont appelé onSubmitted. Et ben nous on va faire la même chose, on va faire une fonction qui prend valide, donc est-ce que c'était valide, et qui prend texte entré, et qui va avoir un nom du coup, par exemple value set. Donc attention, cette fonction, on ne la crée pas ici, on ne l'appelle pas ici,
on va juste indiquer à ceux qui veulent avoir le text field qu'ils peuvent donner une fonction ici qui sera appelée dès que la valeur sera mise. Alors ça peut être un peu complexe, on va voir avec un exemple tout de suite. Donc ici dans le constructeur on va mettre value set et honnêtement ça peut être optionnel. Donc on va mettre un point d'interrogation ici pour dire que ça peut être optionnel. C'est pas forcé que ce soit mis. Donc là dans le constructeur maintenant on peut définir value set. Donc on peut aller dans main.dart et écrire ici value set. Et vous voyez, ça prend une fonction bool et string. Donc on va définir ça ici. Donc est-ce que c'est valide? Donc soit on peut créer la fonction ici en dessous, soit on peut faire comme on avait fait avec le elevated button, où on est juste marqué comme ça ici une fonction sur une seule ligne. On n'a pas créé une nouvelle comme ici. On va la faire sur une seule ligne, ça va être plus simple. Donc ici, on va marquer valide. Donc est-ce que c'est valide? Et on va marquer texte entrée. Et on va mettre deux accolades. Et donc là, on va pouvoir récupérer est-ce que c'est valide et quel a été le texte entrée. Donc on va juste print ici. Après, vous pouvez faire quelque chose d'autre avec, mais nous, on va juste le print texte entrée. Ok? C'est tout. Donc là, ce qu'on espère, c'est que quand on crée notre custom text field, on va donner cette fonction-là et qu'elle sera appelée dès que l'utilisateur entrera une valeur. Et dans ce cas-là, on voudra imprimer le texte qui a été entré. Maintenant, on va retourner dans Custom Text Field parce que pour l'instant, on n'appelle pas encore la fonction quand la valeur a été mise. Alors, suivez bien parce que ça devient un peu compliqué. Là, on arrive au bout. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà une fonction User Submitted Text. Donc ça, c'est appelé à chaque fois que l'utilisateur a rentré du texte. Et elle est appelée depuis ici, depuis directement le text field. Ok. Et donc, on va partir de cette fonction-là et on va appeler cette fonction ici. Donc ici, on va mettre widget.valueSet et on va l'appeler. On met un point virgule et ici, il nous souligne ça en rouge. Alors, on pourrait le faire comme ça si ce n'était pas optionnel. Mais là, c'est optionnel. Donc, il va falloir vérifier que c'est pas nul, comme on faisait ici en fait. On va vérifier, est-ce que cette fonction-là est égale à nul? Est-ce qu'elle a été définie? Donc, hop, et si on arrive là, on peut appeler la fonction. Donc là, on peut appeler la fonction. On est sûr qu'elle n'est pas nulle, donc on peut mettre un point d'exclamation. Et enfin, il y a un autre truc qui manque, c'est que quand on appelle la fonction, on doit lui donner deux paramètres. On doit lui donner le paramètre valide et le paramètre texte entrée. Donc pour le valide, comment on sait si le text field est valide? Et bien si le text field est valide, il n'y a pas d'error message défini. Donc error message, c'est égal à nul. Donc on va mettre error message égal à nul. Et si c'est égal à nul, et ben on sait que ce n'est pas défini, il n'y a pas d'erreur. Et enfin, on va devoir mettre le texte entrée. Et ça, on l'obtient avec texte entrée ici. On a déjà en fait dans cette fonction-là. Texte entrée. Alors, j'ai oublié ici, le point d'exclamation, en fait, il est juste avant. Juste ici. Voilà, donc ici, ça peut être un peu compliqué, là, cette partie-là. Error message égale à nul. Ça va renvoyer un bool. Donc, si le error message, il est vide, ça va renvoyer true. Et donc, ce sera bien valide. Donc, valide sera égal à true. En revanche, si le error message n'est pas égal à nul, ça va renvoyer false. Donc, valide sera égal à false. Valide, c'est le premier paramètre. Et le text field ne sera pas valide. Et ensuite, on renvoie le texte entrée. Donc, on va appeler directement, depuis notre state, cette fonction ici. On va tester tout de suite, voir si ça marche. Donc je vais montrer quelque chose de comme ça. Voilà, par exemple, là je vais faire entrée. Et vous voyez que la fonction a bien été appelée. Il a imprimé ici le texte entrée. Et on va pouvoir mettre print depuis le fichier main. Comme ça, on est sûr de où ça vient. Voilà, donc depuis le fichier main, et ça a imprimé le password que j'ai entré. Et maintenant, on va pouvoir faire en fait la même chose pour le text field username.
Maintenant qu'on a créé notre propre text field, ça va être facile de le remplacer. Donc on va ici enlever le text field username, le text field qu'on avait créé comme ça, et on va utiliser notre custom text field. Et voilà, on va pouvoir définir les paramètres. Donc par exemple, on veut un hint text à password. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un padding vertical, donc edge insets point symmetric vertical à 15. Ça c'est ce qu'on avait. On peut avoir, donc ça c'est le padding. On peut aussi obscurer le texte si on veut pas. Une longueur minimale, non, pas vraiment. Longueur maximale, ouais, on va mettre une longueur maximale à 20. Et enfin, value 7, on va dire que là, on n'en a pas besoin. Même si en vrai, vous en auriez besoin, on va dire qu'on n'en a pas besoin pour cette situation-là. Alors, j'ai juste marqué password. Ici, on est censé marquer username. Donc juste ici, je vais marquer quelque chose de très très long. Et on va voir si ça nous fait une erreur. Entrée. Voilà, veuillez entrer moins de 20 caractères pour ce champ. Et après, si on fait un truc assez court ici, donc là, la limite, c'est 5. Ça va nous dire, veuillez entrer plus de 5 caractères pour ce champ. Et voilà, notre champ de texte marche. Ici, on va peut-être pouvoir mettre une longueur minimale à quand même 3. Et voilà, on a créé notre propre champ de texte. Alors, essayez peut-être de revenir sur tout ce qu'on a fait. Par exemple, ici dans le fichier custom text field, de revenir une par une sur chaque ligne qu'on a fait pour bien tout comprendre, parce que je sais que ces notions peuvent être un peu difficiles à comprendre. Vous inquiétez pas, on va s'entraîner avec. D'ailleurs, restez un peu, dans quelques minutes, je vais vous donner un exercice en attendant la prochaine vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ça vous a plu. Avant qu'on se quitte, voici ce que je vous propose de coder avant la prochaine vidéo. Faire en sorte que quand on écrit quelque chose ici, un nom d'utilisateur, et qu'on valide, donc par exemple hey, qu'on valide, ça s'écrit ici en dessous, ça se met à jour quand on clique sur le bouton bleu en bas, et pareil pour le password. Hop là, que ça se mette ici en bas quand on appuie sur la flèche bleue de validation. Donc si vous voulez une petite indication sur ça, vous allez devoir regrouper les différents widgets ici dans un stateful widget, les différents widgets ici de la partie haute. Donc voilà, ça c'est mon indication. Et après il y a aussi un truc bonus. Si vous avez réussi le truc d'avant, essayez de faire en sorte que le bouton login soit désactivé tant qu'il n'y a pas de username valide et de password valide entrée. Donc là, vous faites bien la flèche bleue. Là, vous voyez, c'est valide. Et puis après, si je mets un password invalide, ça revient en rouge, ça revient en gris. Donc il faudra chercher quelques trucs sur internet, etc. pour réussir celui-là. Et bien sûr, tous les codes seront, je vous expliquerai tous les codes que j'ai utilisés dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment naviguer entre différents écrans de l'application. Pour l'instant, on n'avait qu'une seule page de login et on va voir comment accéder à d'autres pages à partir de celle-ci. En attendant, c'est tout pour moi. Au revoir, c'était Ditouan.